Cette vidéo est de très loin la plus difficile que j'ai jamais faite de toute ma vie. Pour une raison toute simple, je vais te parler d'un drame, le drame le plus bouleversant de toute ma vie simplement. Alors si tu te souviens bien, il y a à peu près 3 semaines, j'ai écrit un post en disant que j'allais m'absenter quelque temps de la chaîne parce que j'avais une situation personnelle, familiale à gérer de toute urgence. En réalité, lors de mon direct d'à peu près 3 semaines, je crois que c'est mon dernier direct d'ailleurs sur la chaîne, pendant que j'étais en direct avec vous, si vous remarquez bien, il y a un moment où vous ne m'entendez plus parler. C'était pas un problème technique à ce moment-là. C'est juste que j'avais coupé le son parce que je recevais un appel assez urgent. Et en fait, on me disait dans cet appel-là que, en gros, si je voulais voir ma mère vivante, il fallait que je puisse arriver de toute urgence. Donc le lendemain, j'ai pris un billet pour aller au Cameroun à son chevet. Il se trouve que, pour te raconter toute l'histoire, pour que tu comprennes bien tout le drame et la dramaturgie derrière tout cela, en fait, il y a au mois de février de cette année, on a décelé à ma mère un cancer. On a déterminé qu'elle avait un cancer. Alors, à ce moment-là, on ne savait même pas forcément de quoi. Et donc, il a été question pour nous, bien évidemment, de nous battre avec elle pour essayer de l'aider à s'en sortir. C'est assez confus comme situation et tu sais, dès qu'il y a des émotions dedans, c'est très difficile de garder toute sa lucidité pour raconter l'histoire. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour te donner quelque chose de compréhensible. En fait, il faut remonter à 2 ans à peu près pour pouvoir essayer de comprendre pleinement ce qui se passe. Il y a à peu près 2 ans, ma mère a fait une grosse crise et elle s'est retrouvée à l'hôpital au Cameroun. Et comme d'habitude, nos grands charlatans lui ont prescrit du paracétamol, des perfusions et puis lui ont dit bon ben voilà, on ne voit rien d'autre pour vous madame. Alors à cette époque-là déjà j'étais rentré de toute urgence parce que elle était vraiment dans un état très inquiétant. Donc j'étais rentré de toute urgence et on a passé pratiquement 1 mois ensemble. Et au terme du mois, elle allait beaucoup mieux. Franchement, le fait de revoir son garçon, qu'elle n'avait pas vu depuis peut-être 1 an, lui a fait beaucoup de bien. Donc on a passé beaucoup de temps à discuter, ainsi de suite. Et puis quand je repartais, elle allait un peu mieux. Juste que entre ce moment-là et finalement aujourd'hui, son état de santé a commencé à se dégrader. À peu près 6 mois après cela, elle a fait une autre grosse crise. Elle a été internée, pareil, dans des cliniques au Cameroun, de bonnes cliniques hein, d'ailleurs, puisque tu pars du principe que les médecins font souvent beaucoup trop d'erreurs médicales ou alors n'ont pas de plateau technique assez suffisant. Donc quand tu as quelqu'un qui est malade, tu essaies de l'envoyer dans les meilleurs établissements dans le pays. Donc du coup, on l'envoie dans une clinique pour qu'on comprenne ce qui se passe. Parce que bien évidemment, elle est comme beaucoup de mamans africaines. Quand elle est malade, elle n'a pas le premier réflexe d'aller à l'hôpital. Il faut vraiment que ce soit très grave pour qu'elle veuille y aller. Donc du coup là, mon petit frère, l'un de mes petits frères qui vit à la maison avec elle, l'amène quasiment contre sa volonté à l'hôpital. Et quand elle arrive, on dit heureusement que vous êtes venu, sa tension était à tel niveau, elle n'aurait peut-être pas passé la nuit, ainsi de suite. Ok. Donc jusque là, on se dit que c'est peut-être des questions de tension et tout. Donc du coup, ben pareil, une fois qu'il stabilise sa tension, il la renvoie à la maison. Mais il y a à peu près 1 an, elle a commencé à perdre du poids. Élément très important. Elle a commencé à perdre du poids et elle allait voir des spécialistes parce qu'elle ressentait une douleur au niveau du ventre. Là aussi, ils lui ont fait des endoscopies, hein, les fameux charlatans. Ils lui ont fait des endoscopies en lui disant non, on ne voit rien, ainsi de suite. Mais les douleurs étaient toujours là, elle se plaignait. Et donc du coup, on l'a quand même renvoyée à la maison. Bon, ben, elle a commencé à gérer sa douleur avec elle, quoi. Puisque les médecins lui disaient qu'ils ne voyaient rien. Mais de temps en temps, quand elle avait des pics de douleur, elle n'hésitait pas à repartir en clinique. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je n'ai pas été alerte. Peut-être parce que finalement, toute ma vie, j'ai vu toujours ma mère avoir des petits bobos de santé. Une douleur au ventre. Il se trouve qu'apparemment, depuis même qu'elle est adolescente, elle a toujours eu des problèmes de douleur d'estomac. Donc du coup, j'ai grandi en la voyant souvent avoir des petits problèmes de santé au niveau du ventre, des trucs comme ça. Donc ok. Donc je me dis ok, d'accord. En plus là, maintenant qu'elle a commencé à perdre du poids, c'est parfait. Surtout qu'on avait un challenge, puisque je trouvais qu'elle était en surpoids. J'essayais, bien, même comme je le fais souvent sur cette chaîne de temps en temps, de la sensibiliser très fortement
sur sa santé, sur la nécessité d'éviter d'être en surpoids parce que c'est la porte ouverte à toutes les autres maladies que l'on peut connaître, cardiovasculaires et autres. Et la sensibiliser bien évidemment à son alimentation. Donc bien évidemment, elle m'écoutait parfois, mais pas systématiquement. Et puis elle continuait simplement sa vie comme tout le monde, quoi. De temps en temps, quand elle voulait ou quand elle pouvait, elle voyageait, elle allait aux États-Unis pour ses propres affaires ou visiter ses amis, des trucs comme ça. Donc du coup, avec sa douleur qui commence au ventre, elle fait le tour de plusieurs spécialistes et chacun d'entre eux lui dit non, on ne voit rien, on ne voit rien, on ne voit rien. Ok. Mais il se trouve quand même que les mois commencent à passer et la douleur devient de plus en plus grande. Et donc en février justement de cette année, là ça devient vraiment insupportable. Et elle insiste vraiment auprès de plusieurs spécialistes qui lui disent toujours, madame, on ne voit rien, on vous a prescrit des radios, on vous a fait des examens sanguins, on ne voit rien, on ne voit rien, on ne voit rien. Et pourtant, elle sent qu'elle a une boule au niveau du ventre qui ne fait que grossir. Ça fait quand même plus de 6 mois qu'elle va dans les hôpitaux, qu'elle rencontre des charlatans, et qui lui disent que non, il ne voit rien. Donc du coup, elle va voir une spécialiste qui lui dit, écoutez, je vais vous faire une endoscopie. Elle lui dit, mais écoutez, madame, j'ai au moins 5 ou 6 endoscopies. Je ne sais pas si c'est le seul examen que vous savez faire dans ce pays, mais tout le monde me demande une endoscopie et tout le monde veut faire sa propre endoscopie alors que j'ai les résultats là de celles que les autres ont faites. Peut-être parce que vous voulez facturer un peu plus. Donc du coup, la dame lui dit, écoutez, madame, moi je ne vois rien de ce que vous me décrivez là. Ma mère lui dit, mais attendez, je suis venu vous voir, vous ne m'avez même pas touché, vous n'avez rien fait du tout, vous décidez juste comme ça que je ne vais pas, que tout va bien. Je vous dis que j'ai une boule au ventre, vous n'essayez même pas de me toucher et tout. La dame lui dit, ok, d'accord, très bien, allongez-vous, donc on va vérifier. Donc elle s'allonge et puis donc à ce moment-là, quand le médecin fait des palpations, elle se rend compte que, ah oui, effectivement, vous avez quelque chose au niveau du ventre, allez faire un scanner. Enfin, on lui prescrit un scanner. 1 an et demi après les premières douleurs. Et là, elle fait un scanner, on se rend compte qu'elle a effectivement une boule au ventre qui pourrait s'apparenter à une tumeur. Et donc, dès que moi j'entends le mot tumeur, je lui dis, ok, d'accord, très bien, tumeur, impossible de rester au Cameroun. Il faut que tu sortes pour te faire soigner très, très rapidement. On ne peut pas courir le risque une seule seconde que tu ailles voir un charlatan local pour qu'il essaie de te soigner. Donc, du coup, on fait les démarches administratives pour qu'elle sorte pour aller se faire soigner à l'étranger. Et donc je l'y accompagne, on va ensemble, on rencontre les médecins et dès qu'on arrive, on fait les examens et en 1 semaine, le diagnostic tombe. Ma mère est atteinte d'un cancer en phase 3, un cancer de la vésicule biliaire. Alors, il faut savoir que je me suis renseigné sur le cancer de la vésicule biliaire. C'est un cancer très rare, moins de 2% d'ailleurs de la population mondiale est concernée par ce cancer-là, mais c'est un cancer extrêmement mortel de ce que j'avais lu. J'ai essayé de lire plein de choses sur le cancer de la vésicule biliaire. Je me suis rendu compte que personne, de toutes les personnes que je voyais sur Internet, n'avait survécu à ce cancer-là. Ni chimiothérapie, ni je veux dire, aucun traitement n'était parvenu à guérir quelqu'un. Mais bon, je réalise donc que la maladie est vraiment très sérieuse et il va falloir s'attaquer à elle de toutes nos forces. Donc du coup, le médecin, et ça a été le début du combat, le médecin me dit vers le mois de mars, comme ça, non, à peine on est arrivé en février, il me dit oui, il me le dit en aparté, tout seul. Oui, en fait, votre maman, il lui reste moins d'1 an à vivre. J'ai eu l'impression que je perdais mon anglais. Je lui demande, mais de quoi vous parlez? Comment ça, il lui reste moins d'1 an à vivre? On a vu des médecins qui semblaient plutôt optimistes. Il lui dit oui, mais moi, de ce que je vois, il lui reste 1 an, maximum 2 à vivre. J'ai eu l'impression que la terre s'effondrait sous mes pieds. J'étais debout, mais j'étais complètement perdu, quoi. Complètement perdu. Et elle était dans le hall en train de m'attendre. Je pouvais pas lui dire ça, je pouvais pas lui annoncer ça. J'ai considéré que le monsieur, qui n'était pas lui-même un spécialiste du domaine, peut-être ne savait pas de quoi il parlait. Et puis comme il avait un accent, j'ai peut-être pas très bien compris ce qu'il a dit. Bref, je suis ressorti. Et à partir de là, effectivement, j'ai commencé à intensifier mes recherches sur le cancer, sur les moyens de guérir du cancer, ainsi de suite. On est parti dans le meilleur hôpital du pays, spécialisé dans les cancers, avec tout ce que tu veux comme technologie.
Ils ont regardé le cas de ma mère. Le chef du département avec qui j'ai discuté semblait plutôt un peu optimiste. Il disait oui, on a 2 ou 3 cas de figure. Dans ce cas de figure, ci, dans ce cas de figure, ça, ainsi de suite. Il y a des chances qu'on puisse faire quelque chose pour votre maman. Et ça, bien évidemment, c'était dit à côté d'elle. Parce qu'il faut savoir que le cancer, c'est une maladie qui, principalement, se guérit au niveau de la tête. Quand quelqu'un a un cancer, tous ceux qui ont guéri du cancer, en tout cas, vont te le dire. C'est une bataille qui se gagne dans la tête, pas au travers de la chimio, de tous les autres produits qu'on peut te donner. Donc, du coup, c'était très important qu'elle soit dans une atmosphère dans laquelle elle pouvait recevoir des nouvelles réconfortantes. Donc, du coup, le spécialiste nous dit ça. Je me dis, OK, très bien. Ils vont donc faire le protocole avec elle. Moi, on va dire, comment on appelle ça là? Moi, je pars, parce que j'avais déjà fait quand même 1 mois pratiquement. Moi, je pars, ma sœur arrive, ma grande sœur arrive et elle va faire 1 mois avec ma mère. Et pendant ce mois-là, donc ma mère va commencer les traitements de chimiothérapie. Mais on ne voulait pas faire la chimiothérapie. On ne voulait vraiment pas faire la chimiothérapie parce qu'on partait du principe que c'est un traitement qui ne guérit pas, qui a de très faibles résultats. La plupart des personnes qui prennent des chimios s'en trouvent plus mal d'ailleurs après. Donc on était vraiment très réticents à l'idée de prendre une chimiothérapie. Ma mère même ne voulait pas prendre une chimiothérapie. Elle avait vu ses amis qui avaient des cancers mourir très rapidement suite à des chimiothérapies. Donc on n'était vraiment pas partant pour ça. Mais on était face à un dilemme. On n'avait pas d'autre traitement. Les douleurs étaient grandissantes. Et sa boule au ventre semblait grossir. Donc, il fallait faire quelque chose. Et bien évidemment, il y avait les sacro-saints médecins en face qui lui disaient chimio. Donc, du coup, un peu contre ma volonté, mais après, comme je dis, c'était pas ma santé, c'était la sienne. Elles ont décidé, avec ma sœur, de prendre un protocole de chimio pour tester quand même. On va pas se laisser aller comme ça. Donc, du coup, elles font le protocole de chimio sur un certain nombre de semaines. Je crois que c'était sur 2 ou 3 mois à peu près. Elle fait une batterie de chimio. Et à la fin de tout ça quasiment, ma sœur donc s'en va, mon petit frère arrive le dernier, toujours pour relayer. Et elle vient et avec lui donc elle termine ses chimios. Une fois qu'elle a terminé ses chimios, les médecins font un bilan et là pareil ils disent à mon frère malheureusement les chimios n'ont pas fonctionné. Et mon frère demande et donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils lui disent non on ne peut plus rien faire. D'un point de vue médical on ne peut plus rien faire. On peut vous proposer une autre chimio, mais ce sera juste une chimio en attendant qu'elle ne décède en fait, parce qu'en réalité, nous, on peut plus rien faire pour elle. Et pareil, mon petit frère, il a reçu la nouvelle, il était pas avec elle, pareil quoi, il m'a appelé pour me dire voilà ce que le médecin m'a dit. Jusque quand il me l'a dit, moi c'était la 2e fois que je l'entendais. Quand le médecin me l'avait dit la première fois, je ne l'ai répété à personne, ni à ma mère, ni à mes frères, ni à mes soeurs, à personne du tout. Je ne voulais pas transmettre la peur à qui que ce soit. Parce que bien évidemment, j'étais toujours confiant dans le fait que ma mère pouvait s'en sortir. Et donc du coup, mon petit frère donc va rester avec elle. Malgré la mauvaise nouvelle, on se remobilise et on commence à chercher tous des traitements alternatifs parce qu'on se rend compte que on ne peut pas continuer de rester uniquement sur ce chemin-là. Alors moi, j'écoutais beaucoup déjà depuis quelque temps Thierry Casanova. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui est revenu de très loin. On lui avait décelé un cancer et on lui prédisait 5 jours à vivre. Et Thierry est bien la preuve qu'on peut survivre malgré les pronostics médicaux qui peuvent être très négatifs. Donc du coup, il promeut beaucoup la guérison contre les cancers et partage énormément de conseils santé là-dessus. Donc je m'immerge complètement dans l'univers Thierry Casanova, avec des amis aussi qui m'y aident énormément, une en particulier d'ailleurs à qui je dis grand merci, elle se reconnaîtra, qui m'aide énormément à pouvoir avoir des infos par rapport à ce sujet-là. Et je découvre au travers de Thierry Casanova un autre monsieur qui lui est en phase terminale de cancer depuis pratiquement 2 ans et qui va bien. Comme j'ai dit au début, un cancer c'est 4 phases. La phase 3, c'est une phase métastasée, donc le cancer a touché plusieurs organes. Et la phase 4, c'est la phase terminale, tu peux mourir à tout moment. Ben, ce mec-là, il est en phase 4 depuis plus d'1 an et demi maintenant. Il fait des vidéos, il explique quelle est sa démarche. Donc je me plonge dedans et j'essaie de plonger ma mère aussi dans cette ambiance-là pour qu'elle écoute des témoignages de personnes qui guérissent. Je rencontre des gens même qui souffrent du cancer ou même qui s'en sont sortis. Et je l'ai fait discuter avec ma mère à plusieurs reprises pour qu'ils lui racontent leur parcours. Et ça lui fait énormément de bien de se rendre compte que ben voilà quoi, il y a un espoir.
Faut pas baisser les bras. Et elle y croit. Elle y croit. Elle y croit. Et elle propage elle-même autour d'elle cette atmosphère de foi là, parce qu'elle croit qu'elle peut et qu'elle va guérir. Et donc une fois qu'on a fini tous les traitements à l'étranger, on se dit bon, mais il n'y a plus de raison de rester ici en fait. Plutôt que de rester là toute seule. D'ailleurs, ma sœur, mon petit frère a fini, il retourne au Cameroun. Ma sœur, qui est ici en France avec moi, repart. Et il était question que moi, je parte après ma sœur. Mais bon, finalement, on décide que c'est pas pertinent en fait. Hein, elle va rentrer au Cameroun parce qu'il faut un cadre familial pour pouvoir être dans un milieu serein pour pouvoir guérir de la maladie. Donc, elle retourne comme ça au Cameroun pour continuer son traitement, mais là-dessus, donc moi je trouve donc via Thierry, via les vidéos de Thierry, une dame qui guérit des gens. Elle-même elle a guéri déjà de plusieurs cancers en phase terminale et qui a des témoignages de personnes qui sont guéries. D'ailleurs, il y a un témoignage qui est passé sur la chaîne de Thierry Casanova d'un monsieur justement qui est guéri de son cancer. Donc cette dame-là qui a traité ce monsieur, je parviens à mettre la main sur elle. Et elle est d'accord pour commencer une thérapie avec ma mère. Donc du coup, je retrouve énormément d'espoir parce que je me dis, ouf, enfin, plutôt que d'essayer de prendre à gauche, à droite des produits, du curcuma, du reishi et des champignons, ainsi de suite, tous les médicaments que je pouvais trouver à gauche, à droite sur Internet avec ma sœur et mes frères. Là, on va avoir une spécialiste qui va pouvoir proposer un protocole. Donc c'est ce qui se passe. Hein. Elle discute avec ma mère. Elle lui propose un protocole en fonction de ce que ma mère lui dit, en fonction des symptômes. Base l'alimentation parce que le traitement part du principe que c'est ton corps qui doit tuer la maladie. La chimio, tu la prends, elle tue les bonnes et les mauvaises cellules. C'est très dangereux parce que si elle ne parvient pas à tuer la maladie, elle a affaibli ton organisme. Il ne peut plus résister très longtemps contre le cancer. Et donc, du coup, ce que cette dame-là va faire au travers de sa thérapie, c'est de te donner des vitamines, des sels minéraux pour redonner de la force à ton système immunitaire pour que lui-même, il puisse évacuer le cancer. Et c'est comme ça qu'en fait, plusieurs personnes ont été guéries avec ce type de thérapie-là. Et donc, du coup, moi, je me dis donc, d'accord, s'il faut prendre le calendrier des médecins, il nous reste à peu près quoi, entre 7-8 mois et 1 an, 8 mois. Ça donne du temps pour la thérapie de prendre. Donc, du coup, chaque jour, plusieurs fois par jour, maintenant, j'appelle pour vérifier ce qu'elle a mangé parce que je me rends compte qu'elle n'est pas très disciplinée au niveau de ce qu'elle doit manger. Donc, je m'assure désormais de tout ce qu'elle mange, tout ce qu'elle boit. Je traque tout, mais vraiment tout. Parce que je sais bien qu'à partir de là, elle est à un stade très avancé. On ne peut pas se permettre de relâcher quoi que ce soit. Donc du coup, bref, tu comprends un peu le truc, quoi. J'insiste, je travaille avec elle psychologiquement, je lui donne plein de discours positifs, je lui rappelle plein de projets qu'on a ensemble pour qu'elle puisse se projeter et qu'elle se voit vivre et qu'elle ne soit pas dans une atmosphère bizarre, parce que bien évidemment, c'est là où certaines copines arrivent à la maison et disent « Ah, tu as un cancer, ouh là 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 là, moi tel avait un cancer, il est mort, hein, tel autre avait un cancer, il est mort. Hein. » Bon, bien évidemment, je lui ai dit de couper toutes ces copines-là qu'elles ne passent plus, ou alors très clairement que quand une copine passe, qu'elle leur dise très clairement ne viens pas me parler des cancers des autres, ni de qui est mort ou pas mort, parce qu'au final, après, ça plombe son moral. Bref. Il se trouve quand même qu'il y a un élément très important que moi j'ai perdu de vue et qui va être très très important dans l'histoire, c'est que ma mère, quand je l'ai vue, quand on s'est retrouvé à l'étranger, je trouvais qu'elle avait bonne mine, même si effectivement elle avait commencé elle a peut-être perdu 10 kilos, mais pour moi c'était bien parce qu'elle avait 90 kilos pour 1m70, elle était en surpoids. Donc perdre 10 kilos, elle était à 75 pratiquement, je me disais non là c'est bien, elle a un bon poids. Jusque quand je l'ai vue, quand je l'ai vue pour la dernière fois à ce moment-là, elle n'avait pas commencé ses chimios. Donc apparemment quand elle a fait ses chimios, elle a perdu énormément de poids. Et même dans les groupes WhatsApp, elle ne voulait plus qu'on partage ses photos. Donc en fait, je ne savais plus à quoi elle ressemblait. Je savais juste qu'elle perdait du poids. Elle me le disait. Elle me disait souvent, oui, quand elle m'appelait papa, oui, papa, je perds vraiment beaucoup de poids. Si tu me vois, tu ne me reconnaîtrais même pas. Et puis un jour, il y a parce que j'ai 2 petits frères. Donc j'ai l'un d'eux qui est venu à la maison. Et puisque quand elle rentre au Cameroun, il fallait que ce petit frère-là soit là avec elle. Et donc ce petit frère-là, elle me dit, d'ailleurs, ton frère est arrivé aujourd'hui, quand il m'a vu, il a pleuré. Je dis, il a pleuré? Elle me dit, oui, c'est vrai que je ne t'en parle pas beaucoup, mais je suis vraiment méconnaissable. Et ça va me faire un choc énorme de me dire, mais elle est dans quel type d'état
pour que son propre fils, quand il la voit, bon, tu me diras, lui, il l'avait pas vu depuis pratiquement 6 mois, puisque juste avant qu'elle n'aille, puisqu'elle a voyagé précipitamment, il l'avait pas vu avant, peut-être 2-3 mois, puisqu'il était pour ses études dans une autre ville. Donc lui, il la revoyait là depuis quand même pas mal de temps. Bon, je me dis, je vais rester focus sur le traitement qu'on est en train de suivre. Je vais pas essayer de voir des photos, tout ça, parce que si elle veut pas que je les vois, c'est qu'elle sait que peut-être ça peut me démoraliser. Donc je vais rester dans mon truc. Donc on va tresser là-dedans, on va continuer de travailler. Et puis, pour te passer les événements, il y a quelques semaines, il y a à peu près 4 semaines, ma sœur, donc justement, et toute sa famille, son mari, les 2 enfants, décident d'aller passer du temps avec elle pour l'encourager, la motiver. Et moi, l'idée, c'était que dès qu'elle part, moi, je viens, puisque justement, comme j'ai ma conférence business à Douala le 21 septembre, à l'hôtel Aquapalace. D'ailleurs, si tu n'as pas encore pris ta place et que tu es au Cameroun, tu as tout intérêt à aller la prendre. Le programme est disponible dans la barre de description. Donc, je me dis, OK, ma soeur va y aller et dès qu'elle va revenir, moi, je vais enchaîner, on va passer tout le mois ensemble. Ça va nous permettre de pouvoir davantage travailler ensemble, ainsi de suite, parce que bon, chaque enfant dans la famille a une complicité, en tout cas dans ma famille avec la maman, et avec elle on partage énormément de choses, et je sais bien que ce que je peux apporter c'est différent de ce que ma sœur, de ce que mon frère peut apporter, et je sais que quand je serai là on pourra faire plein de choses qu'elle ne faisait peut-être pas avec les autres. Donc du coup, le mois est réservé à ça. Bien évidemment, il est question de partir moi aussi avec toute ma famille. Et donc, pendant que ma sœur est sur place, donc je me dis de toute façon, enfin, parce qu'avec ma sœur, c'est quand même différent d'avec mes petits frères là-bas. Ma sœur peut apporter un suivi beaucoup plus complet. Donc, il se trouve que quand ma sœur est là, son état de santé n'est pas très bon. 2 fois de suite, 2 nuits de suite, quand elle se lève pour aller aux toilettes, elle tombe parce qu'elle manque de force. Ça m'interpelle et moi je me dis waouh, mais c'est pas possible. Comment elle peut manquer autant de force? Il faut juste préciser que ma mère, plus le temps passait, moins elle mangeait. Et donc du coup, il décide de l'amener à l'hôpital un lundi pour rencontrer un spécialiste, un oncologue local, donc un spécialiste du cancer, qui dit oui, d'après les résultats sanguins, elle a perdu énormément de, enfin elle a anémie, donc il lui faut des poches de sang. Donc du coup, on lui met une poche donc de sang, c'était le mardi, je pense. Et le mardi soir, donc je l'ai au téléphone, on va discuter pendant 2 heures de temps. On va discuter longuement parce que mon petit frère m'a appelé pour me dire franchement, il faut que tu parles à maman. Elle ne mange pas. Et si elle ne mange pas, aucun traitement ne peut agir. Donc je vais la prendre et on va discuter pratiquement pendant 2 heures de temps. On va chanter, on va prier, on va passer énormément de bons moments ensemble. Je savais juste pas que c'était notre dernière conversation et en fait que c'était sa dernière conversation à elle. Le mercredi, donc justement, au jour du live, quand je reçois l'appel, je suis très troublé. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont remarqué dans le live, certains pensaient que c'était de la fatigue. Non, je venais juste de recevoir un marteau sur la tête. Et donc, du coup, le jeudi, j'arrive. Et parce que le mercredi, déjà, quand j'appelle, la veille, mardi, on a discuté, quoi. Le mercredi, elle me répond juste, donc, du coup, jeudi, j'arrive. Et quand j'arrive, j'avoue que j'ai été très choqué quand je l'ai vue, parce que pour moi, justement, ça faisait depuis février que je l'avais pas vue, depuis 6 mois. Elle avait énormément fondu. Elle était méconnaissable, mais vraiment méconnaissable. Mais quand elle m'a vue, elle a souri, parce qu'en fait, elle commençait à perdre un peu sa mémoire. Mais quand elle m'a vue, elle a souri, elle était contente de me voir. Elle commençait à avoir des flashs dans lesquels elle était consciente de ce qui se passait et d'autres là où elle était complètement dans les vapes, fatiguée et endormie. Donc du coup, quand je vais voir qu'elle m'a reconnu, tout le monde sera un peu content. Je vais dire, ok, d'accord, vous savez quoi, allez-y. Moi, je vais dormir. De toute façon, je venais pour dormir à l'hôpital avec elle, pour passer du temps avec elle. Donc toute la nuit, je me rends compte en fait la nuit, elle ne dort pas. Elle a tout le temps les yeux ouverts. Et donc chaque fois que je constate qu'elle a les yeux ouverts, parce que je suis vraiment pour le coup assis à son chevet de lit, j'essaie de lui parler, de lui raconter une histoire, de lui parler d'à quel point elle a été une mère merveilleuse pour moi. Je lui raconte plusieurs épisodes de ma vie, depuis mon enfance, même des épisodes dont on riait beaucoup. Un qu'elle aimait bien me raconter, c'est qu'à ma naissance, elle avait une copine, on va appeler ça comme ça, une dame qui est venue à l'hôpital, qui la connaissait pour voir le bébé, qui lui a dit « Ouh là 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 là, j'ai jamais vu un bébé aussi noir que celui-ci. » La dame parlait de moi. Donc je lui raconte plein d'histoires comme ça, et je sais bien qu'elle m'écoute,
Parfois, je vois qu'elle essaie de me répondre, mais ce qu'elle dit n'est pas distinguable. Donc, et moi, j'attends donc le médecin le lendemain. Et le médecin, donc, je le vois et je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Il me dit, j'ai le sentiment que votre mère est en train de lâcher prise parce que c'est dans la tête que ça se passe là. J'ai l'impression qu'elle est en train de baisser les bras. D'où sa chute parce que les paramètres sont pas mauvais. Donc du coup, à la clinique, ils m'ont décelé qu'elle avait plein de petits bobos de santé. En fait, elle était anémiée, elle avait une infection, ainsi de suite. Et donc tout ça mis ensemble va faire que finalement, ils vont se dire que... Et moi, je me posais la question, est-ce que tout ça a un lien avec la perte de l'usage de la parole? Parce que si c'est le cancer, alors ça veut dire qu'il a atteint le cerveau et là, c'est foutu. Et là, bien évidemment, les médecins m'ont fait un peu la langue de bois. Non, c'est pas... ça peut être l'anémie, ça peut être l'infection. Je lui demande, est-ce que l'anémie et l'infection peuvent avoir ce type de conséquences? Ils me disent oui. Je dis, ok, d'accord. Donc, ça veut dire que si on résout les problèmes, l'anémie et tout le reste, et qu'au final, elle n'a pas recouvert l'usage du langage, on va faire un scanner du cerveau et pour constater. Donc je me dis ok, d'accord, très bien. Le mardi, dans la nuit du lundi, parce que moi, comme je dis, je dormais avec elle dans sa chambre. Dans la nuit du lundi, je me rends compte que contrairement à toutes les autres nuits depuis que je suis là, dans la nuit, c'est le moment où j'essaie de lui parler le plus parce qu'il n'y a pas d'invité, il n'y a personne dans la pièce. Et même quand elle a les yeux fermés, quand je l'appelle, elle répond. Au moins par elle répond. Pour moi, c'était toujours la preuve qu'elle m'écoutait. D'ailleurs, j'ai essayé de faire un test à un moment donné pour savoir si elle me disait juste pas dès qu'il y avait un bruit. J'ai appelé plusieurs prénoms. Elle n'a pas réagi. Dès que j'appelle son prénom, elle réagit. Donc, j'avais la confirmation qu'elle m'écoutait. Donc, du coup, je continuais donc de lui parler, de l'encourager, de lui dire que je suis là. Parfois, dans la nuit, j'avais l'impression qu'elle pouvait être effrayée par quelque chose, donc bien évidemment je lui tenais la main pour lui dire non, t'inquiète pas, je suis avec toi, t'inquiète pas, tout se passe bien, je suis avec toi jusqu'au bout, on se bat ensemble. Je lui chantais les chants que je savais qu'elle aimait beaucoup, les cantiques, ainsi de suite. Qu'est-ce que c'était difficile, très très difficile comme moment, parce que tu te dis, est-ce que elle souffre, elle a de la douleur quand même. Il n'y a pas de morphine, il n'y a que du Tramadol qui est apparemment un antidouleur, mais pas très puissant. Et en plus, elle n'a pas l'usage de la langue pour pouvoir exprimer ses douleurs. Bref. Donc très 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 difficile comme moment. Et puis le lundi, donc je te dis, il y a une grosse chute de son état, elle ne répond même plus à mes appels. Et là, je me rends compte, non, là c'est sérieux parce que ça veut dire que c'est peut-être déjà la fin. Le mardi matin, je continue mes lectures sur les signes précurseurs de la mort et je me rends compte qu'elle est en train de manifester plusieurs des signes précurseurs jusqu'à ce qu'on en arrive au râle. Si tu sais pas ce que c'est que le râle, tu cherches sur Google, tu vas voir que le râle, c'est un des signes qui précède très souvent la mort quand quelqu'un est en phase terminale de cancer ou du moins quand quelqu'un est en phase d'inconscience. Et quand je constate qu'elle commence à faire du râle, donc j'appelle mes frères et sœurs, je leur dis, écoutez, je pense que maman ne va peut-être pas terminer la journée. Si vous voulez lui dire au revoir, c'est le moment. Donc mon petit frère, le dernier, qui ne bossait pas trop loin de là, arrive. Et le temps que les autres arrivent, maman n'était plus là. Donc elle va décéder sous nos yeux, sous nos bras même, mon petit frère et moi. Et j'avoue que tu ne comprends pas ce qui se passe en fait. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Enfin, moi, j'ai pas compris. J'avais l'impression de vivre un sketch, un mauvais rêve duquel j'allais me relever. Mais non, c'était pas un mauvais rêve. Je me rends compte quelques minutes après, qu'ils viennent, ils entourent le corps de ma mère, je me demande, mais je sors de la pièce parce que je veux pas voir ça. Je veux pas voir ça. Ils finissent de faire leur truc. Et puis ils nettoient la chambre, ils désinfectent, comme si, je sais pas moi, quelqu'un qui avait une peste était là-dedans. Donc ils désinfectent complètement la chambre pendant que mes effets sont encore dedans. Et je ne réalise toujours pas ce qui se passe.
Bon, les autres arrivent, hein, ils me trouvent à l'entrée du portail. J'essaie de me retenir, mais j'en pouvais plus, donc je craque. Voilà, c'était beaucoup trop pour moi. Et donc voilà ce qui s'est passé. C'était ça le moment très difficile en fait, par lequel je passe en ce moment, parce que je peux pas dire qu'il est passé, au contraire, je suis en plein dedans. Il faut être fort, tu as une famille, tu as des enfants qui sont en très bas âge, donc qui ne comprennent rien à ce qui se passe et qui n'ont rien demandé. Et puis il y a la vie qui continue à un moment donné. C'est aussi pour ça que je fais moins de vidéos. J'ai pas assez d'énergie pour en faire autant qu'avant. Ça va revenir petit à petit. C'est aussi pour ça que je fais plus de direct, parce que le direct est très consommateur d'énergie, me demande d'être dans une certaine humeur, dans un certain dynamisme que je n'ai pas en ce moment. Je vais peut-être forcément en reprendre, puisque là je vais d'ailleurs justement je vais aux États-Unis tout à l'heure. Et ce week-end je serai à Montréal pour ma formation business. Donc pour les amis de Montréal qui n'ont pas encore pris leur place, dépêchez-vous. Il y a plus beaucoup de temps. Donc du coup j'essaie de revenir comme ça à la vie, mais j'avoue que c'est très dur. Mais bon, je pense que ce sont des choses qu'on ne décrit pas, tu vois. Si tu ne l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre. Moi, j'ai quelques jours après, hein, on a enterré ma mère, parce que tout le monde était là. Je veux dire, on est une petite famille, hein, tous ses enfants étaient là. Seule ma femme à ce moment-là était encore en France, donc du coup, elle va arriver très rapidement. Et donc du coup, tout le monde étant sur place, il n'y avait personne à attendre. Donc du coup, on va l'enterrer à côté de sa mère, de ma grand-mère. Les deux premières femmes qui m'ont tout appris. Parce que je l'ai souvent dit ici, c'est ma grand-mère qui m'a fait grandir, parce que ma mère était une femme très dynamique à gauche à droite, et donc c'est ma grand-mère qui a fait mon éducation, qui m'a appris à lire et tout le reste. Et donc le décès de ma grand-mère il y a à peu près 6 ans avait été un très gros choc, un très gros bouleversant dans ma vie. Et donc celui de ma mère, c'est comme x10 en fait, parce qu'une fois que ma grand-mère était partie, je pense que toute notre affection familiale s'était recentrée sur notre mère, qui était devenue comme le point central de notre attention. Et la perdre est très difficile, parce que pour moi particulièrement, je ne perds pas qu'une mère. Vous savez, je dis toujours qu'il faut avoir un pilier quand tu veux investir au pays. Moi, mon pilier, c'était ma mère, avec qui je faisais très bien les affaires. Hein. Et donc, c'est quelqu'un avec qui je discutais 2-3 fois par jour, et qui me manque cruellement, mais vraiment cruellement. Chaque fois, parce que j'avais déjà mes réflexes, j'avais mes habitudes. À tel moment, je l'appelais dans la journée, et tu peux pas savoir à quel point aujourd'hui, quand ces moments de la journée arrivent, mes réflexes sont là. Mais il y a comme quelque chose qui me fait comprendre que elle n'est plus là. Tu peux plus appeler, tu peux plus poser tes questions, tu peux plus discuter, tu peux plus rigoler. Et après un tel marathon dans lequel on s'est tous tellement dépensés, ma sœur, moi, mes frères, et on n'y est pas parvenu, on n'a pas pu la sauver. Elle est morte très jeune, hein. Elle est morte très jeune, elle avait 58 ans. Elle fêterait ses 59 ans dans quelques jours. Voilà pour l'histoire. Alors, une fois que je t'ai dit ça, je vais pas m'arrêter en si mauvais chemin, parce que je veux quand même, au travers de cette histoire, te donner quelques éléments que j'ai appris, que j'ai retenus de ma mère. Le premier élément que j'ai vu à l'œuvre dans la vie de ma mère, c'est le fait de se battre pour les gens qu'on aime. Et là, je te parle de se battre, mais même parfois littéralement. Je me rappellerai toujours les épisodes dans lesquels ma mère allait se battre à l'école contre des enseignants, à l'école primaire comme au secondaire, parce que des enseignants avaient abusé de leur pouvoir sur moi. Je me rappelle, par exemple, quand j'étais au cours moyen 1, j'étais plutôt turbulent comme élève, mais pas très idiot. Donc du coup, les premiers trimestres, j'ai fait le début d'année au cours moyen 1 et on estimait que j'étais pas à ma place, ils m'ont envoyé au cours moyen 2. Mais quand j'étais au cours moyen 1,
les premiers contrôles, justement, le tout premier contrôle de l'année, je suis sorti premier de la classe. Mais c'était tellement pas habituel pour moi d'être premier de la classe. J'étais rentré à midi manger. Quand je reviens l'après-midi, mon collègue, mon camarade de banc me dit « T'es premier de la classe ». Je dis « Mais arrête tes bêtises, t'es un menteur, je suis pas premier ». Parce que quand j'arrive, on a déjà remis les carnets en fait. Il me dit « Mais je te dis que t'es premier ». Je lui dis « Non, tu mens, je suis pas premier ». Et là, il s'installe une discussion entre nous deux. Et le maître, qui voit la discussion, n'a rien d'autre que la brillante idée de prendre un balai. Tu vois un peu les balais du pays là, qui ont pris de brandy là. Et il se dirige vers moi et il m'assomme un coup de brandy de balai là, comme ça au visage. Paf! Donc c'est comme s'il me balafrait tout le visage. Et avec la chaleur, et je commence à frotter mon visage, je sais pas d'où me prend ce réflexe. Je sors de l'école en courant, je rentre chez moi. Et je rentre faire quoi? Je rentre appeler ma mère. On est au cours moyen 1. Quand je vais arriver et que je vais dire à ma mère ce qui s'est passé, de toute façon, elle va voir mon visage avec plein de balafres. Entre-temps, il fait juste transpirer, j'ai frotté, donc mon visage est complètement défiguré. Ma mère va descendre quasiment en petite tenue. Je crois que c'est en bas qu'on va lui envoyer un cabas, comme on appelle ça, pour aller à l'école régler son compte au prof. Je précise que ma mère a fait du judo, donc quand elle va arriver à l'école, bon, bien évidemment, il va y avoir des adultes qui vont empêcher qu'elle ne soit en contact avec l'enseignant, mais elle va faire un sacré boucan à l'école, un sacré boucan. Et depuis ce jour-là, le prof a été très distant vis-à-vis de moi. Je pense que c'était un peu comme une sorte de malchance pour lui, d'enfant qu'il faut pas toucher. Bon, entre-temps, j'ai eu de bonnes notes, donc du coup, ça s'est plutôt bien passé pour moi, parce qu'après, je suis passé au cours moyen 2. Je vais m'avoir mon CEP d'ailleurs au cours moyen 1 à l'époque. Bref, la même scène se reproduit quelques années après en 5e. Hein. Cette fois-ci, je suis au collège et là, pareil, un enseignant, je sais plus ce qu'il m'avait fait, mais il m'avait frappé de manière vraiment abusée. Pareil, en 5e, je rentre chez moi en plein cours. Et là, ma mère, on revient à l'hôpital. Je crois qu'elle conduisait à 200 à l'heure pour arriver à l'école. Pareil, quoi. Le prof va se cacher dans la salle des profs. Bref, pour te dire que j'ai grandi avec une mère que j'ai toujours vu se battre dans tous les sens du terme pour nous. La deuxième chose qui m'a beaucoup marqué chez elle, c'est que c'était une dame qui s'est beaucoup battue pour soutenir mes rêves et mes projets. Moi, je viens pas d'une famille riche, je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises. Hein, mes parents étaient même plutôt de ce qu'on va appeler plutôt des gens modestes. Hein. Et donc, du coup, moi, ma venue en Europe a été un événement financièrement assez douloureux quand même, parce que ma mère a pris toutes ses économies, elle a gagné un peu d'argent à ce moment-là, elle a tout pris pour miser sur moi. En me disant, je crois que tu es très brillant et j'ai envie que tu sois dans un cadre dans lequel tu vas pouvoir exprimer pleinement tout ce que tu peux valoir, parce qu'ici, au Cameroun, malheureusement, il n'y a plus de suite d'études pour toi et je veux que tu puisses aller au bout de toi-même. Donc du coup, si tu veux, moi je suis venu en France avec une certaine rage aussi, dont je parle souvent dans certaines vidéos, la rage de quelqu'un qui avait vu les sacrifices qui avaient été payés pour qu'il puisse avoir une chance dans la vie d'aller un peu plus loin. Voilà pourquoi dès très rapidement arrivé en Europe, j'ai commencé à chercher du boulot pour gagner de l'argent, pour ne pas dépendre de mes parents au pays, parce que je savais que c'était hors de prix la vie d'un étudiant en Europe ou une famille en Afrique. Et très rapidement, j'ai essayé de commencer à gagner de l'argent et gagner un peu plus pour pouvoir justement redonner à ma mère tout ce qu'elle avait dépensé et sacrifié pour nous, ses enfants. Ma mère a eu énormément d'opportunités dans la vie. Ma mère était, pour le coup, pas parce que c'était ma mère, mais je pense que tu peux voir aussi au travers de la photo que j'ai mise au début. Ma mère était une très belle femme, très belle femme, très courtisée. Et elle a eu énormément d'opportunités, mais vraiment énormément d'opportunités. Des gens qui lui ont proposé de l'épouser aux États-Unis ou même en France, qui lui ont proposé de l'épouser, ainsi de suite. Et elle a toujours dit une chose toute simple. Je ne quitterai pas le Cameroun pour venir habiter aux États-Unis ou en France avec toi si mes enfants ne sont pas là. Et donc du coup, elle a raté comme ça, entre guillemets raté, hein, plusieurs opportunités dans la vie parce qu'elle priorisait le fait d'être avec ses enfants. C'est pas pour critiquer ou jeter la pierre sur quiconque d'autre. Je vous parle juste de ma mère, de sa grandeur d'âme, de sa vision du monde et de son esprit de sacrifice pour ses enfants. Donc du coup, voilà un peu comment est-ce que elle a toujours fait passer nos intérêts avant les siens.
La troisième chose que je peux signaler par rapport à MES, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours su valoriser nos talents. Tu sais qu'en Afrique, les parents aiment malheureusement souvent beaucoup insulter leurs enfants. Ouais, tu vois comment il est bête cet enfant, ainsi de suite. Et pourtant, toutes les personnes qui vont me rencontrer, même pendant le deuil, qui ne m'avaient jamais vu, n'avaient un seul mot à la bouche. Ta mère nous a tellement parlé de toi. Ta mère, on disait la même chose à ma sœur, mais votre mère ne parle que de ses enfants. Et elle en parle tellement positivement que on n'a qu'une envie, c'est de vous voir. Et c'était ça ma mère. Et elle savait tellement bien parler de nous, de nous mettre en valeur, de relever à quel point on pouvait faire des choses bien. Pas forcément en comparaison avec les autres enfants, c'était même pas en comparaison, mais parce qu'elle était fière, on était sa fierté. Quand on est fier de quelque chose naturellement, on en parle. Et ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Alors bien évidemment, si je devais te parler de tout ce qui m'a marqué chez ma mère, on y passerait clairement des jours, parce que je pense que c'était une dame exceptionnelle. Je voudrais terminer cette vidéo avec deux autres points. Le premier, c'est ma mère part, c'est très douloureux, mais je comprends pas tout. Je comprends pas pourquoi est-ce que elle est partie, mais après en même temps, tellement d'autres personnes partent. Plus jeunes, moins jeunes, tu comprends pas, il y a pas de logique. Mais bon, c'est le sens de la vie. Mais je sais quand même que je sais pas comment j'aurais réagi si ma mère était partie parce que je n'avais pas assez d'argent pour pouvoir la soigner, ou parce que j'étais bloqué en France par un patron qui ne me permettait pas d'aller la voir. Ce qui est le cas de plusieurs personnes. Et c'est là où je me dis quand même, l'entrepreneuriat, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même bien d'être un peu libre. C'est quand même bien d'être maître de son temps. Parce qu'en réalité, c'est ça la véritable richesse qu'apporte l'argent. C'est la capacité de pouvoir disposer librement de son temps. Je pouvais quitter ici, aller passer 1, 2, 3 semaines, 1 mois avec elle parce que dans ce moment difficile, elle avait besoin de moi, sans le stress de combien ça va me coûter à l'hôpital et sans le stress de oh là là, il faut que je rentre, mes 20 jours de congé sont terminés. Et je tenais à te le dire aussi, parce que dans cette chaîne on parle business, pour que tu te rendes bien compte que entrepreneur, c'est vraiment un style de vie différent et qui réellement change tout, change vraiment toute ta perception des choses. Et moi, je sais que personnellement, je m'en serais peut-être un peu voulu si on avait eu des problèmes d'argent ou si on avait eu des problèmes d'agenda. Mais bon, dans tous les cas, les deux éléments n'ont pas été des blocages, tant mieux. Et puis le deuxième, bien évidemment, c'est le soutien. J'ai été et je continue d'être très soutenu dans ce moment très difficile. C'est clairement le plus difficile de toute ma vie, à ce moment-ci, bien précis. Très soutenu par des amis, on peut s'attendre à ça. Mais j'ai été très surpris et très agréablement d'être soutenu par vous, par la communauté. Et je tenais vraiment à vous dire merci. Merci du plus profond du cœur parce que pendant que j'étais au Cameroun, un certain nombre d'entre vous se sont mobilisés pour pouvoir me soutenir. Vous m'avez envoyé une lettre que je vais lire d'ailleurs parce que je pense que c'est assez touchant. C'était un petit mot de la communauté Investir au Pays qui disait, en parlant de moi, cher frère, ta mère a été une source d'inspiration, de courage, d'amour et de tant d'autres belles valeurs pour toi et ceux qui l'ont aimée. L'héritage demeure et continuera à travers les générations. Tout notre soutien, Philippe, la communauté Investir au Pays. Ça n'a pas de prix. Merci beaucoup. Merci pour la gerbe de fleurs. Merci pour le mot. Merci pour l'enveloppe. Merci pour tout. Merci pour tout. Et je vais me permettre quand même pour terminer cette lettre de lire vos noms. Je sais que je vous ai pas demandé la permission de le faire. J'essaierai d'être discret parce que je ne lirai pas quand il y a un nom et un prénom, je ne lirai que le prénom. Comme ça, je vous garde quand même un certain caractère anonyme. Donc, je dis à Tigid, Naturi Eben, Aseta, Raki, Zena, Michel, Rachina, Niakal, Mariam, Aude, Arlette, Esther, Kanteba, Lama, Kwame, Janine, Patricia, Tony, Dreams, le PMGC, Ghislain, Mariam, Alain, Tanguy. Merci particulièrement à vous, mais merci aussi à tous les autres parce que j'ai reçu tellement de messages dans les groupes de formation, de tous ceux quasiment qui ont su que j'étais
dans la douleur, dans la tristesse, pour m'apporter leur soutien, pour me demander ce que je voulais. Merci particulièrement à Arnaud, à Claudia et à tous les autres, mais vraiment tous les autres qui se sont mobilisés d'une manière ou d'une autre pour être avec moi là. Bien évidemment à mes meilleurs amis, Richard, JB, pour lesquels je vous une reconnaissance éternelle. Merci beaucoup à vous tous. Mon père m'a dit le vrai deuil commence 6 mois après. Donc c'est à croire que ça n'a pas commencé. C'est à croire que ça n'a pas commencé. Mais déjà pour le moment c'est assez dur. Et j'essaie de travailler pour ne pas être focalisé tout le temps justement à penser uniquement au deuil. C'est pour ça que je fais des vidéos comme celle-ci. C'est pour ça que pendant mon séjour aux États-Unis ou au Canada, je vais essayer de poster quand même, de faire des vidéos, de te montrer New York, de te montrer des choses. Voilà. Mais parce que ça m'aide. Ça m'aide à ne pas être tout le temps en train de penser au deuil. Parce que le quotidien lui-même fait que je suis souvent en train d'y penser. Je le précise encore, j'étais très proche d'elle. Et pour que tu t'en rends bien compte, hein, mes parents étaient séparés depuis très longtemps. Et à chaque fois qu'un monsieur rencontrait ma mère ou lui faisait des avances, elle m'en parlait pour me demander qu'est-ce que tu penses de ceci, qu'est-ce que tu penses de cela. C'est pour te dire, quand je discutais avec ma mère au téléphone, beaucoup de gens, quand je raccrochais et que je leur dis que c'était ma mère, ils se disaient non, c'est pas vrai, tu parles comme ça avec ta mère. Oui, on avait vraiment une relation d'amitié et de complicité. Et la douleur est très grande, très grande. L'absence est très marquée. Ça ne fait que quelques jours, mais je le ressens déjà très profondément. Mais il faut être fort pour mes frères, pour ma sœur. Et puis pour bien évidemment honorer sa mémoire. Et honorer sa mémoire, c'est donner le meilleur de moi-même parce que c'est pour ça qu'elle s'est tout le temps battue. Et donner le meilleur de moi-même, c'est dans ce que je fais aujourd'hui qui me prend beaucoup de temps à investir au pays. C'est travailler d'arrache-pied pour apporter un contenu de qualité exceptionnelle, pour aider le maximum de personnes à se lancer, être de plus en plus pertinent et tout casser. Clairement, c'est mon objectif, c'est ma détermination, plus que jamais. En sa mémoire, en son honneur, exceller dans ce que je vais faire. Et je pense que on est ensemble pour pouvoir le constater. Vous comprendrez aisément pourquoi le 1er septembre, je n'ai pas pu faire la fête pour les 100 000 abonnés. Parce que je n'avais pas du tout la tête à ça. Mais ce n'est que partie remise. Je pense qu'on célébrera probablement les 200 000. Objectif, bien évidemment, à atteindre d'ici la fin d'année. On peut le faire tous ensemble. Donc, je compte bien évidemment sur toi pour partager, liker, comme d'habitude, les vidéos. Et les lives vont revenir très prochainement. Comme je dis, déjà pendant mon séjour, là, on va commencer à en faire quelques-uns, mais les émissions, même telles qu'on les faisait avant avec les appels, vont revenir aussi dans quelques temps pour pouvoir partager tout ça. Donc, merci beaucoup à vous. La vidéo était un peu longue. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, merci à vous d'avoir consacré ce temps-là pour comprendre un peu un pan de mon histoire. C'est la famille, non? C'est la communauté. Et je me sentais de vous partager ça. Parce que vous êtes exceptionnels, vous êtes une communauté exceptionnelle. Très peu de youtubeurs, très peu de personnes sur YouTube en tout cas, peuvent se prévaloir d'avoir autant de chaleur, d'amitié, d'amour ressenti de par le simple lien qu'on a pu faire avec Internet. Donc, je sais pas quoi dire pour clôturer si ce n'est notre célébrissime phrase que vous connaissez déjà tous, hein. Hasta la vista, suara.